je fais un cauchemar assez récurrent qui est probablement significatif de quelque chose. Je rêve que j'ai tué quelqu'un et que personne ne s'en rend compte. J'ai eu accès à beaucoup d'histoires terribles, euh, de viols, de meurtres, d'assassinats, de tortures, de séparation d'enfants et de parents. C'est mon quotidien, ça me façonne et je ne vois pas pourquoi je devrais être indemne de tout cela. Elle a défendu les victimes des très médiatiques affaires Laetitia, Troidec, Steve ou encore Le Squarneck. Depuis plus de 35 ans, Cécile de Oliveira plonge au cœur de l'humain, pas pour incarner un style, comme elle le dit elle-même, mais parce que son métier l'expose à la fragilité, à la souffrance et à l'injustice. Aujourd'hui, je reçois une avocate pénaliste engagée. Je m'appelle Yoann Payou, je suis journaliste et je vous souhaite la bienvenue dans ce 47e numéro d'Ici et vous, saison 2. Bonjour maître, bonjour Cécile, comment je dois vous appeler ? Alors, bonjour Johan. Si je vous appelle Johan, vous m'appelez Cécile. Ok, je vais vous appeler Cécile. Donc c'est-à-dire que si je vous demande comment va Maître de Oliveira ou comment va Cécile, j'ai la même réponse? Alors, évidemment, Cécile et Maître de Oliveira sont une seule et même personne, je vous rassure, je ne suis pas encore atteinte de schizophrénie. En revanche, Cécile ne dit pas tout d'elle quand elle est interviewée, et Maître de Oliveira ne dit pas tout de Cécile, mais Maître de Oliveira, évidemment, est une personne, si je parle de moi à la troisième personne, ça va être un peu compliqué. Maître de Oliveira est une personne qui répond avec aussi le cadre professionnel qui est le sien et des règles déontologiques. Voilà ce que je peux dire de sincère. Alors on va parler un petit peu de Cécile. Quand vous tombez la robe, qu'est-ce qui vous définit le mieux? Si vos proches devaient vous définir en deux, trois adjectifs, qu'est-ce qu'ils diraient selon vous? Je pense que je dirais que je suis joyeuse. Mes plus proches diraient ça, que je suis joyeuse. À quoi vous rêviez enfant? Alors d'abord, je rêvais beaucoup, peut-être comme tous les enfants, et je rêvais évidemment de choses extraordinaires, parce que je crois que ça construit toutes les personnalités humaines. Et les choses extraordinaires, c'était évidemment d'abord des fées que je voyais roses, parce que je suis d'une génération où les filles se voyaient en rose. Et puis ensuite, probablement quand j'étais un peu plus grande, à l'école primaire et ensuite au collège et au lycée, je ne voyais pas les choses en noir, mais je voyais les choses avec peut-être gravité et sérieux. Peut-être beaucoup de sérieux quand j'étais au collège et au lycée, tout en étant une élève euh, rigolarde et avec des fous rires incompressibles. Qui ont dû remarquer certains, c'est ça, j'imagine. Oui, l'expression de mes émotions, ça a été un problème toute ma vie. C'est-à-dire que bon, ma vie n'est pas terminée, donc je vais continuer à exprimer des émotions, mais quand j'étais adolescente, effectivement, j'ai eu des fous rires assez inénarrables. Et quand j'ai commencé dans le métier d'avocat, j'avais encore des fous rires, y compris en audience. Certains m'ont coûté assez cher. Et par ailleurs, je peux me mettre à pleurer beaucoup trop facilement. Donc l'expression de mes émotions, c'est quelque chose qui n'est pas totalement acquis, comme on dit en cours préparatoire chez moi. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût du droit et de la défense alors? Alors le goût du droit, rien, sinon que j'étais amoureuse d'un garçon et que je suis partie pour cette raison à la fac de droit. Donc à la fois une très bonne raison et une raison quand même assez éloignée du droit. Et le goût de la défense, alors là, je l'ai eu vraiment, sincèrement, très fort quand je suis rentrée dans une cour d'assises, quand j'étais à la fin de mes études de droit, et où là, j'ai compris que ce métier, que je ne connaissais qu'à travers des films, en fait, ou des fictions, était un métier en chair et en os. Et quand j'ai vu le côté direct, charnel, humain et extrême du point de vue des émotions humaines, euh, je ne me suis plus vue que là. Et cette flamme, elle est là, elle est toujours là, j'imagine. C'est ça qui vous fait vous lever le matin? Alors, j'ai pas de mal à me lever le matin parce que j'ai la chance de ne jamais savoir comment ma journée va se dérouler. Euh, Dans les charmes du métier d'avocat, il y a l'absence totale de routine.
les rencontres qu'on fait au cours de la journée entre les clients, les confrères, les magistrats, les greffiers, sont des rencontres à la fois souvent fortes, parfois déroutantes, euh, quelquefois très stressantes, mais ce sont des rencontres qui animent, je dirais, nos vies d'une façon extrêmement riche. Et puis le fait qu'il n'y ait aucune routine d'emploi du temps, qu'on change de lieu de travail entre les tribunaux, les prisons, le cabinet, c'est vraiment les reconstitutions quelquefois en pleine campagne. C'est vraiment un métier euh, qui permet une variété infinie de situations professionnelles. Vous dites que l'affect est nécessaire, mais aussi qu'il peut parfois vous submerger. Où est-ce que vous placez le curseur aujourd'hui entre empathie et protection de vous-même? J'ai toujours eu du mal, et je pense que j'y arriverai jamais en fait, hein, donc c'est pas très grave, à placer le curseur. Les affects, ils sont nécessaires pour rencontrer l'autre. Évidemment, si vous êtes une personne complètement distanciée et froide, vous n'allez pas pouvoir rencontrer la personne accusée que vous allez défendre, et c'est très grave si vous n'arrivez pas à établir de contact avec la personne que vous allez défendre, parce que vous n'allez pas tisser, au fur et à mesure des rencontres, ce lien de confiance qui est la base de la relation avocat-client. Trop d'affect, trop d'empathie, c'est également problématique, puisque à ce moment-là, vous manquez de distance sur ce qu'a fait la personne que vous allez défendre. Or, la distance, c'est l'outil numéro 1 de l'avocat pénaliste. La distance avec ce que pense le juge, la distance avec ce que pense le procureur, l'avocat de la partie civile ou l'avocat de la défense, la distance avec ce que dit le client, et puis le rapprochement après cette prise de distance vers l'autre. L'objectif, c'est de convaincre les juges. Donc oui, la distance, c'est absolument essentiel, et les affects aussi. Et il faut faire les deux, et quelquefois, j'y arrive pas. Parmi les grandes affaires sur lesquelles vous avez travaillé, hein, j'évoquais l'affaire Laetitia, 3DEC, Steve, laquelle vous a le plus remué et pourquoi? C'est peut-être pas forcément celle-là, hein, pour le coup. Les enjeux des affaires criminelles me remuent beaucoup, et toujours à un moment de la rencontre avec la personne que je vais défendre et à un moment du procès. J'ai jamais vécu un procès dans une cour d'assises sans avoir un moment de très forte émotion. Cette émotion, elle est quasiment inéluctable au moment du verdict. C'est difficile de ne pas pleurer au moment d'un verdict, que le verdict soit satisfaisant, qu'il ne le soit pas, tellement l'intensité est grande, tellement on voit souvent plusieurs destins basculer d'un coup avec la réponse oui ou non à une question. Vous-même, vous pleurez souvent? Oui, j'ai rarement écouté un verdict sans être à moitié en larmes. C'est presque impossible, tellement... c'est un moment qui se rapproche, heureusement, avec une intensité violente moindre de ce que c'est qu'une exécution. Hein. Vous voyez quelqu'un, vous entendez le mot perpétuité, vous entendez 30 années de réclusion criminelle, vous voyez la vie d'un homme ou d'une femme basculer de l'autre côté, du côté des enfermés. Vous entendez une réponse oui à la question du meurtre d'une personne dont vous défendez les proches, et tout d'un coup, vous savez que les clients que vous défendez ont enfin un sentiment de justice encore plus fort si l'accusé a contesté les faits. Je pense à une affaire que j'ai vécue en première instance et en appel, d'une femme qui a été tuée par son compagnon, qui a toujours contesté les faits. La réponse oui, quand elle tombe dans la cour d'assises, après des années d'enquête complexe et après un procès très tendu de 2 semaines, la réponse oui, oui, c'est bien lui qui l'a tué, elle vient évidemment comme un baume réparateur immédiat sur le cœur de vos clients. Donc ce sont des moments d'une intensité extrême. Si on me demande quelle est l'affaire qui m'a plus remué, je crois que je suis incapable de le dire parce que selon les périodes de ma vie, j'ai pu être bouleversée dans des audiences qui ne sont pas publiques, par exemple des cabinets de juges pour enfants. Dans les cabinets de juges pour enfants, il se joue ce qu'on appelle l'assistance éducative, c'est-à-dire des juges qui viennent protéger des enfants qui sont en danger chez leurs parents.
et qui donc peuvent amener des séparations entre les enfants et les parents par le placement. Vous avez des moments où un placement d'enfant est une décision qui vient faire aussi mal et une effraction d'un intime majeur qu'un verdict à la réclusion à perpétuité. Ces moments-là, ils sont d'une intensité exceptionnelle. Vous dormez bien? Parce que je vois dans un métier de journaliste, par exemple, on a aussi peu de routine et on rencontre beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses et on en ramène forcément à la maison. C'est compliqué de faire. Enfin, vous raccrochez la robe et c'est bon. Vous allez faire à dîner ou manger au restaurant, mais qu'est-ce que vous ramenez à la maison? Comment vous dormez? Alors, je ramène beaucoup de choses dans mon sommeil. Ouais. Mon sommeil, il m'est très utile. Il m'est très utile d'abord parce que c'est un instrument de travail, un outil de travail. Quelquefois, et notamment quand je suis dans un procès sur plusieurs jours, un procès en cour d'assises et que je dois faire ma plaidoirie, je travaille une partie de la nuit, je m'endors. Je m'endors avec des papiers, des crayons dans mon lit. Et si j'ai une idée dans la nuit, ça m'arrive de la noter. Et je me réveille le matin et ça y est, ma plaidoirie, elle est faite. C'est-à-dire que mon sommeil m'a permis d'amener tout l'inconscient nécessaire à penser les choses d'une manière qui puisse être convaincante. Donc mon sommeil, c'est à certains moments mon meilleur allié pour faire mon métier. Et mon sommeil, c'est aussi évidemment, comme pour tout le monde, un moment où mon cerveau va métaboliser des émotions très fortes. Je fais un cauchemar assez récurrent qui est probablement significatif de quelque chose. Je rêve que j'ai tué quelqu'un et que personne ne s'en rend compte. Alors dans mon cauchemar, j'ai essentiellement mauvaise conscience, mais une mauvaise conscience comme un meurtrier. Donc une mauvaise conscience que je n'ai jamais connue, parce que je n'ai jamais tué personne dans ma vie. Une mauvaise conscience que je n'ai jamais connue et qui doit être atroce. En tout cas, si on n'est pas pervers. Et donc, ce cauchemar-là, il est terrible parce que j'hésite à me dénoncer ou je redoute de me faire attraper. Je suis entre les deux. Et je pense souvent à ce cauchemar quand je me réveille en me disant « Ah, c'est bon, j'ai tué personne ». Mais je pense à toutes les fois où j'ai défendu des personnes dont j'avais le sentiment, je pense à des assassins plus qu'à des meurtriers, qu'ils ne culpabilisaient pas énormément du crime qu'ils avaient commis. Je parle des assassins, pas des meurtriers. Donc un assassin, c'est celui qui a prémédité son geste. Hein, L'assassin, il a prémédité son geste, il l'a pensé à froid. Et dans ces cas-là, j'étais pleine d'une culpabilité terrible pour la famille du mort ou de la morte. Et je pense que mon sommeil m'aide dans ces cas-là à évacuer cette culpabilité qui n'est pas exactement à sa place, puisque, je le répète, et je le jure sur la tête de mon chat, j'ai tué personne. Et, vous dites ici que les affaires s'impriment en vous et que vous ne souhaitez pas en sortir indemne. Vous ne souhaitez pas en sortir indemne, c'est-à-dire? Je ne souhaite pas en sortir indemne, parce que si je souhaitais en sortir indemne, c'est comme si j'étais, je sais pas, une intelligence artificielle, et que les affaires, elles constituent, je dirais, elles se creusent dans le sillon de ma personne, et puis elles participent à la construction de la personne que je suis devenue maintenant. C'est-à-dire, j'ai eu accès à beaucoup d'histoires terribles de viols, de meurtres, d'assassinats, de tortures, de séparation d'enfants et de parents. C'est mon quotidien et ça me façonne, et je ne vois pas pourquoi je devrais être indemne de tout cela. On va tester un petit exercice. Si je vous demande de fermer les yeux 10 secondes. 30 ans, plus de 30 ans de métier. Quelle image vous revient là, tout de suite? Probablement, l'image qui me revient, c'est parce que vous avez dit 30 ans, c'est l'image de la jeune avocate que j'ai été.
Et donc, Vous lui diriez quoi à Cécile de 20 ans, là, aujourd'hui, qui démarre ses études de droit? je ne lui dirai rien parce que j'aime pas beaucoup donner de conseils aux jeunes confrères. Si je dis que le conseil que j'ai envie de donner, c'est de ne pas parler de soi, ça paraît un peu paradoxal dans l'exercice qui est le mien aujourd'hui. Et c'est pourtant exactement le seul conseil que je donne aux, aux jeunes avocats. Et j'aimerais bien le donner aux vieux avocats aussi. Ça vous est arrivé d'avoir envie de tout plaquer? Ah, jamais, Jamais. jamais. Non, j'ai jamais eu envie de tout plaquer. Parce que je suis trop reliée, si vous voulez. Je suis trop reliée à mes confrères, à mes clients. Et tout plaquer alors que des gens me font confiance dans la durée, ça me paraît pas possible au regard du sens, je dirais, du devoir un peu germanique qui est le mien. Des regrets? Des remords? Alors, des regrets, oui, oui, je regrette des postures que j'ai pu avoir dans des procès et qui n'ont pas été adaptées. Je regrette si j'ai fait du mal à des personnes en plaidant d'une façon qui était trop agressive et inutilement agressive. Et des remords, ils viennent rejoindre ces regrets-là. Bien évidemment, c'est-à-dire que j'ai dû blesser des gens et je m'en excuse aujourd'hui publiquement auprès d'eux. Aujourd'hui, quel regard vous portez, ce sera ma dernière question, sur la justice française? Vous êtes aligné avec tout ça? Alors, la première chose que j'ai à dire, si on parle de la justice, c'est 86 000 détenus. Plus de 86 000 détenus aujourd'hui. Donc des conditions de détention qui sont indignes et des conditions de détention qui sont très graves parce qu'elles empêchent la réinsertion des personnes détenues. Donc ça fait écho aussi à votre nouvelle activité de contrôleur des lieux de privation de liberté, c'est ça? Oui, bien évidemment. Mais c'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'il faut sortir du tout répressif. Il faut sortir du discours démagogique sur une répression extrême, qui est un discours politique, qui est un discours qui est à l'inverse de l'efficacité en termes de prévention de la délinquance et de la criminalité. C'est la première chose qui me vient. Ensuite, la deuxième chose, c'est sortir d'une extrême lenteur pour la plupart des procès. Certains procès vont très vite. Je pense aux comparutions immédiates en matière pénale. Certains procès sont d'une lenteur qui n'est pas acceptable pour les personnes, qu'elles soient victimes ou qu'elles soient auteurs ou accusées. Donc c'est peut-être les deux grandes idées qui me viennent aujourd'hui sur la justice. Merci beaucoup Cécile, maître, de vous être prêtée au jeu des questions. Merci à vous, Johan. À vous qui nous regardez et qui nous écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez celui-ci et tous les autres sur la page YouTube de France 3 Pays de la Loire. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro d'Ici et vous.